Bonjour mesdames et messieurs, merci pour cette présentation. Alors tout de suite, vous voyez le préhistorique, je n'ai pas d'image. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le plus important. Et je suis heureux d'être là parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une période où une partie des sciences est absolument nécessaire pour essayer de comprendre ce monde tel qu'il bouge, mais pas que les sciences, bien évidemment, la philosophie, politique. Mais en tout cas, ce qui est quand même étonnant, c'est que là, nous avons vu avec le réchauffement climatique, on a affaire à des sciences complexes, pour prendre le terme d'Edgar Morin, dans lequel, évidemment, nous avons beaucoup d'approches pluridisciplinaires, mais qui vont heurter, c'était très bien dit, donc certaines conceptions du monde qui sont héritières du monde du progrès, d'une certaine forme d'humanisme. Et à partir du moment où les sciences ne sont plus au service apparemment évident du progrès de l'humanité, mais qu'elles contestent une certaine idée du progrès, là, bien évidemment, les choses ne se passent pas très bien, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, bien évidemment. Alors là, je vous parlais d'évolution de Darwin, alors là, tout de suite, c'est la catastrophe. Les théories de l'évolution sont extrêmement mal comprises, ont été très mal enseignées et en définitive, en ce qui concerne les fake news et les déviations concernant ces théories de l'évolution, surtout appliquées à l'homme, c'est absolument inimaginable. Et ça continue. Et ça continue. Parce qu'en fait, si vous regardez sur Internet, comme je l'ai fait, qu'est-ce que les vulgarisations scientifiques, quels sont les vulgarisateurs, la première chose qui vous frappe, c'est d'abord la moyenne d'âge. Les quinquas sont vraiment les bébés des vulgarisateurs. Moi, je suis sexta, donc je suis plutôt majeur dans ce coup-là. Mais si vous regardez aujourd'hui l'évolution de la diffusion des connaissances scientifiques ou ses principaux acteurs, vous apercevrez qu'effectivement, deux choses. Ça va de plus de 50 ans, presque 60, mon ami Étienne Klein, jusqu'à 90 ans, mon ami Edgar Morin. Il n'y a qu'un seul jeune vulgarisateur, mais qui n'est plus dans le domaine scientifique, c'est-à-dire il n'a pas de position scientifique, il ne fait plus de recherche, c'est Christophe Galfard. C'est quand même très intéressant. Mais surtout, la science telle qu'elle est présentée, c'est la cosmologie, c'est l'astrophysique, c'est la physique, voire un peu théorique. Théorie des cordes, personne ne comprend rien, en plus c'est terminé. Mais par contre, où sont les biologistes? Où sont les anthropologues? Où sont les sociologues? Et plus vous vous rapprochez de l'homme, effectivement, moins vous voyez, ou vous avez l'impression, à cette première, c'est pas une étude soutenue que je vous donne là, mais en tout cas, à travers les images et ce qu'on peut voir sur les réseaux, en effet, tout ce qui concerne la vulgarisation scientifique, si c'est loin de l'homme, la cosmologie, c'est les origines, c'est loin de l'univers, ça touche pas l'avenir de l'humanité, c'est un peu du rêve, ça passe très bien. Mais dès que vous vous rapprochez de l'homme, vous allez toucher effectivement à ce qu'on a déjà entendu à l'instant sur le climat et les climato-sceptiques. Là, vous allez voir revenir des contestations qui sont basées effectivement sur d'autres remarques. Alors, cette présentation, assez rapidement, un petit retour tout de même sur quand même ces changements qu'on a connus, et je vais exagérer, des Lumières à Claude Allègre, évidemment j'étais servi par ce qui a été dit là, et comment j'ai vécu personnellement donc ces 30 dernières années en termes de diffusion des connaissances scientifiques d'une manière quand même assez particulière, qui a été d'abord extrêmement favorable et qui a complètement basculé au tournant du XXIe siècle. Alors, dès le départ, c'était un petit peu évoqué tout à l'heure avec l'idée de progrès. Il y a une chose qui est contestée aujourd'hui, c'est est-ce que les sciences et les techniques concernent l'humanisme? Je ne vais pas parler du transhumanisme, parce que le transhumanisme, dans ses différentes branches, parce que là aussi ça s'est diversifié, c'est en fait un prolongement d'une certaine idée qui émerge à la Renaissance, et qui associe un degré de civilisation qui est d'autant plus élevé que les sociétés humaines sont éloignées de la nature. Et à partir de là, cette idée est complètement exprimée aujourd'hui par les courants transhumanisme, où ils nous disent que l'avenir de l'humanité ne pourra passer que par les sciences et les techniques, et ce qu'on appelle le solutionnisme, avec l'idée que l'homme sera arrivé au terme de son évolution, en tout cas de ses potentialités, et que la nature ne peut rien faire pour nous, que même les changements d'environnement de société ne peuvent rien faire. Par exemple, moi je suis un baby-boomer, malheureusement ça se voit, mais les baby-boomers ont encore la pêche, je vous rassure.
L'année dernière, j'ai écouté les Rolling Stones, John Baez et Santana. Alors les jeunes, je vous le dis, on est encore là pour 20 ans. Hein. Donc ça, personne ne l'avait imaginé il y a 50 ans. Personne n'avait imaginé ça. Et l'idée, au départ, du transhumanisme, telle qu'exprimée par Julian Huxley, le premier secrétaire général de l'UNESCO, c'était que grâce aux avancées sociales, la médecine, l'éducation, la santé, évidemment, l'évolution des conditions de vie, que nous puissions exprimer les potentialités non encore exprimées de ce que nous a légué l'évolution. Et en fait, c'est ce qui a été accompli dans les pays occidentalisés à partir donc de ce qu'on appelle en France les 30 Glorieuses, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc une des premières idées, c'était qu'effectivement, par les sciences, les techniques, la culture, l'éducation, la médecine, les améliorations des conditions sociales, du travail, nous puissions exprimer ces potentialités. Mais voilà, les transhumanistes nous disent autre chose. Ils nous disent, OK, on a peut-être frôlé la limite, maintenant c'est très clair, la seule façon d'aller plus loin, c'est de complètement dépasser ce qui a été le cas jusqu'à présent de notre évolution, notre coévolution à la fois biologique mais aussi avec nos systèmes culturels et techniques, et de solutionner par les technologies. Alors à partir de là, évidemment, est-ce que c'est un humanisme? Alors je sais que vous avez de très bons philosophes en Belgique, comme M. Gilles Autois, qui font de très très bons travaux sur ces questions-là. La question, c'est pas le transhumanisme, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les grandes controverses, les grands débats, ils sont vraiment centrés sur est-ce que seule la science et seules les techniques peuvent résoudre le problème de l'humanisme, ce qui, bien évidemment, pose des tas de questions. Et je comprends bien que les sciences humaines et nos philosophes s'en inquiètent et s'agacent un peu, parce que, bien évidemment, ça ne peut pas tenir que de cela. Mais néanmoins, tout ceci est une longue histoire. Parce que, quand même, depuis une vingtaine d'années, moi je constate qu'il y a, et on l'a vu à travers la question du réchauffement climatique, une contestation des sciences et des scientifiques. Et à partir de là, il y a aujourd'hui une espèce de retour de certaines formes de philosophie plutôt ancrées dans la métaphysique, qui s'exprime après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Heidegger, mais aussi Jacques Ellul en France, qui va jusqu'à contester cette idée de progrès. Parce qu'évidemment, les drames du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, c'était le premier coup dramatique, Seconde Guerre mondiale, évidemment, les machines, les techniques, tout ça est confondu avec les sciences, commencent à douter sur l'idée de leur participation au progrès de l'humanité. Alors, néanmoins, ça a quand même pas mal continué, parce que je vais l'évoquer à travers un petit peu mon parcours personnel, mais que celui de ma génération en définitive, hein, il n'y a pas que moi, ce sera pas intéressant. Mais en l'occurrence, on n'a pas vu arriver ce scepticisme généralisé envers les sciences et les techniques, et qui s'exprime d'une manière très claire à travers donc l'évolution et les changements donc du climat. Car en fait, dès le départ, l'humanisme, même si aujourd'hui il y a une certaine forme de réaction d'une partie de la philosophie, consiste à dire que l'humanisme n'a pas besoin des sciences et des techniques compte tenu de ces événements du XXe siècle, hein, eh bien, dès le départ, tout de même, l'humanisme, c'est repenser les textes anciens qu'on avait oubliés, mais c'est aussi la révolution scientifique. C'est Galilée, c'est Kepler. Et c'est aussi quelque chose de nouveau. Et à la Renaissance, c'est tout à fait particulier, parce que si vous regardez les images des utopies, donc celles des villes, il y a beaucoup de lithographies comme ça de la ville, de Francis Bacon, de Thomas More, les utopies, etc. Vous remarquerez une chose, c'est une volonté de s'éloigner de la nature. Vous regardez les villes de cette époque-là, leur architecture, leur représentation, on n'avait pas un seul animal, pas un seul arbre. C'est l'idée que l'humanisme doit s'éloigner des conditions de la nature. Mais au même moment, les sciences modernes avec Galilée, Kepler, Newton, etc., c'est aussi manipuler la nature, toucher la nature, changer ses paramètres pour connaître ses secrets. Et donc il y a un aspect qui est tout à fait évident qui commence à cette époque-là, c'est qu'on invoque des appareils qui nous font sortir, comme disait François Jacob, de notre réalité biologique, c'est-à-dire qui nous font voir les choses plus loin, mieux, plus petites, plus grosses, ou des représentations différentes, avec les différents systèmes d'ondes plus récemment. Mais tout ceci, évidemment, c'est comment à la fois ce double mouvement, s'éloigner de la nature, pour le bien de l'humanité, son humanisme, mais aussi la manipuler et la mettre à notre service. Évidemment, Descartes et Francis Bacon sont évidemment les grands concepteurs de cette approche-là. Donc, vous comprenez bien que ce grand projet humaniste, qui inclut au départ les sciences, et évidemment, il y aura les appareils et plus tard les machines au XIXe siècle, elle s'inscrit aujourd'hui avec un retour qui donne quand même un éclairage sur ce qui vient d'être dit dans la conférence précédente, comment la nature peut interférer avec le progrès humain.
puisque l'objet d'une civilisation, c'est s'en éloigner, et en plus, on peut la manipuler, la mettre à notre service. Et voilà que la nature, évidemment, se manifeste avec les dérèglements climatiques. Donc, vous voyez la profondeur du débat, et Claude Allègre, évidemment, en était l'expression. Donc, en tout cas, je réinsiste là-dessus, dès le départ, dans le projet humaniste, jusqu'à la charte de l'UNESCO, c'est-à-dire jusqu'à la charte de l'UNESCO de 1946, où Julian Huxley, donc le grand biologiste, était le premier secrétaire général. Je rappelle, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour les sciences, la culture, et l'éducation. Donc c'est encore dans le projet transhumaniste. D'ailleurs, c'est Julian Huxley, je l'ai dit, je me répète, pardonnez-moi, qui invente le terme de transhumanisme, parce que pour lui, cet avenir, ce n'est pas que les sciences, mais doivent impliquer également les sciences. Et bien ça a été complètement oublié depuis, et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. En ce qui concerne les idées de progrès, surtout plus marquées à gauche, la gauche sociale, il est tout à fait évident que le XIXe siècle a été très marqué par cette volonté d'inclure les sciences dans l'idée de progrès. C'était complètement consubstantiel, notamment avec des gens un petit peu oubliés comme Victor Meunier, c'est un des premiers grands vulgarisateurs scientifiques du XIXe siècle. Alors lui, je l'aime bien parce qu'il s'était posé la question, tiens, pourquoi les singes ne travaillent pas ? Il y en a un qui a répondu parce qu'ils veulent pas. Pourquoi les singes ne parlent pas? Parce qu'ils veulent pas qu'on les fasse travailler. En tout cas, ce qui était amusant, c'est que Victor Meunier s'était posé la question, compte tenu des conditions de travail à l'époque, qui étaient quand même autre chose que celles d'aujourd'hui. Vous imaginez, vous le savez fort bien, Zola, Dickens. Eh bien, il s'est dit, mais les singes ont des mains. Pourquoi ne pourrait-on pas remplacer les gens dans les usines et dans les mines? Eh bien, il pose la problématique aujourd'hui du travail des robots. Déjà au XIXe siècle. C'est quand même absolument fascinant. Alors bien sûr, Camille Flammarion, évidemment ça touche au ciel, à l'astrologie, donc là ça va bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a d'autres personnes, évidemment, Jules Verne qui nous enchante, mais néanmoins, il y a aussi des désenchanteurs de l'avenir des sciences et autres. C'est Herbert J. Wells. La guerre des mondes, l'île du docteur Moreau, etc. Et là, il a une autre vision que peut-être les sciences et les techniques peuvent apporter des manipulations ou entraîner des transformations de la société qui peuvent être absolument dangereuses. En attendant, jusqu'au Front populaire, c'est quand même très intéressant, il y a un très beau livre qui vient de sortir chez Odile Jacob de Sébastien Balibar, Savant cherchant refuge. Donc c'était pendant les années 30, cette extraordinaire effervescence du monde de la physique, mécanique quantique, relativité, etc. Tous ces gens circulaient, bien sûr on pense à Einstein, mais il y en a plein d'autres, qui circulaient en Europe et dans les différents pays et qui ont dû quitter l'Allemagne pour les raisons que vous savez, et une partie de l'Europe pour les mêmes raisons, surtout en France avec Vichy. Mais en attendant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il rappelle ça, Sébastien Balibar, jusqu'au Front populaire, il y avait donc dans les gouvernements des scientifiques. Au XIXe siècle, il y avait des scientifiques comme ministres, secrétaires d'État ou comme inspecteurs de la haute éducation, etc. Ils sont où aujourd'hui? Le dernier a été Claude Allègre, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'était plus un politique qu'un scientifique. Donc on a eu un retournement total, et avec un scepticisme vis-à-vis des sciences et des techniques qui a été très marqué dans le débat public, comme c'était dit tout à l'heure. D'un point de vue plus personnel, eh bien, comme toutes les personnes de ma génération qui sont issues de milieux modestes, évidemment, quand on fait des études, on ne connaît pas les métiers qui se terminent en log. Vous me suivez? Donc on va vers des métiers de technicien, peut-être ingénieur, médecine, ça se voit, donc les métiers qui socialement se voient très bien. Donc ça c'est classique, c'est pas exceptionnel, c'est tout à fait clair. Donc tout ça c'est un parcours tout à fait normal, sauf que très vite j'ai été victime de ce que Bourdieu décrira plus tard, la reproduction des élites. Comme j'étais fils de prolo, forcément je ne pouvais pas faire sciences, comme les filles. Hein. Vous savez, à l'école, hein, c'est encore comme ça. Hein. Les filles en sciences, les garçons en sciences et les filles dans les sciences humaines ou l'art. Non mais attendez, on y est encore. 98% des start-up dans la Silicon Valley sont dirigées par des garçons. Un des problèmes majeurs aujourd'hui de ces représentations anthropologiques du rapport des femmes aux techniques sont un des vrais enjeux du développement de nos sociétés modernes vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et j'y reviendrai. Et ça, c'est un fondement anthropologique extrêmement profond entre hommes, femmes et technologie. Donc en tout cas, je ne me rendais pas compte à l'époque. J'ai fait de la physique théorique, merci de l'avoir rappelé. Et là, merci à la diffusion des connaissances scientifiques. Parce que jusqu'au milieu des années 70, quel est le magazine scientifique de vulgarisation? C'est Science et Vie. Et Science et Vie, c'est une revue de garçons, de techniciens, où il y a confusion entre technique et science.
Moi, très souvent, j'ai vu aux informations, genre le 20h, il n'y a pas longtemps, enfin ça fait quand même 5 ou 6 ans, documentaire ou information sur les sciences. En fait, il parle de technologie. Donc déjà, il y a un vrai problème, c'est que j'étais conseiller scientifique, j'y viens de la société, je vais pas le dire, la Cité des sciences et de l'industrie, c'est la Cité des sciences et de l'industrie. On oublie toujours industrie. Et puis quand on présente les sciences, on présente des technologies qui viennent de l'industrie pour évoquer les sciences. Vous y retrouvez, vous ? Donc, vous voyez un petit peu l'ensemble des confusions auxquelles nous sommes confrontés par rapport donc à cela. Et donc, je dois rendre un salut aujourd'hui à Science et Avenir, donc une revue qui a émergé dans les années 70, où là, un journaliste, Henri de Saint-Blanca, eh bien, il commence à s'intéresser à monsieur Bernard van der Merch, tiens, celui-là, il vient de chez vous, et Bernard van der Merch qui va complètement bousculer les choses sur les hommes de Néandertal, et donc aujourd'hui, c'est le résultat 30 ans plus tard. Et puis, on entend parler d'un gars qui est un peu jeune, qui se balade comme ça, du côté de la phare, qui va revenir avec une petite pépée, il s'appelle Coppens, comme vous dites chez vous. Donc là, grâce à Sciences et Avenir, moi qui étais en physique théorique, alors mécanique quantique, théorie des champs, enfin des trucs comme ça, quoi. La big science, quoi. Hein. Donc je me passionne pour ça, mais je ne pensais pas en faire un métier. Et puis, tout de même, ça me titille, et je pensais aller vers les méthodes de datation, notamment la physique atomique, ça j'aimais beaucoup, j'étais pas mauvais dans ce domaine-là. Par contre, j'étais nul en optique, hein. Et quand même, je me suis dit, j'étais au service des autres, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai franchi le pas, on a rencontré Bernard van der Merch, ensuite Yves Coppens, et c'est comme ça, donc je me suis lancé dans la paléoanthropologie. Alors là, à cette époque-là, évidemment, je n'étais pas du tout dans la diffusion des connaissances scientifiques, hein. Je faisais mon doctorat, ensuite j'ai fait mes études postdoctorales aux États-Unis, et là, les années 80 ont été extrêmement importantes. D'abord parce que j'étais dans une très belle université, mais en plus, j'avais rencontré un très grand vulgarisateur des sciences de l'évolution, c'est Stephen Jay Gould. Et Stephen Jay Gould, évidemment, j'arrive dans une époque absolument formidable. D'abord, plusieurs choses. D'abord, c'est micro-informatique et capteurs miniaturisés. Je sais programmer, j'ai fait de l'intelligence artificielle. Je me suis posé longtemps la question pourquoi Bernard van der Merch et Yves Coppens voulaient un bisu comme moi qui venait des sciences théoriques. C'est qu'effectivement, je savais programmer, je savais expérimenter et je savais donc sortir des data comme on dit aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce qu'on appelle la morphologie évolutionniste, pardonnez-moi. Donc c'est des choses extrêmement complexes qui mobilisent physique des matériaux, simulation, mathématiques, etc. Mais j'étais formé pour ça. Mais dans les années 80, donc Stephen Jay Gould, évidemment, et Richard Dawkins. Et Richard Dawkins, évidemment, il y a une controverse Stephen Jay Gould et Richard Dawkins absolument remarquable. Et ça, évidemment, stimulait les débats dans tous les laboratoires et dans toutes les conventions. J'avais soutenu ma thèse. J'allais dans les colloques, je faisais beaucoup de recherches et je rencontrais tout ce beau monde. Donc c'était extrêmement agréable. En plus, autre chose, grande vulgarisatrice, Jane Goodall, tous les résultats commencent à arriver après 20 ans ou 15 ans d'études sur le terrain, sur les gorilles, Jan Fossey, Galdikas, donc tout ça arrive là. Et puis voilà, on continue à m'enseigner, l'homme descend du singe. Et là, mauvaise humeur de chimpanzé quand même. Et là, je dis, mais au bout d'un moment, je dis, mais c'est qui ce singe ? Mesdames et messieurs, entre Charles Darwin et moi-même, personne ne s'est posé la question des origines communes avec les grands singes. Parce qu'on avait un paradigme dominant qui traîne encore sur les images, vous voyez, l'espèce d'imbécile qui se redresse dans la savane, là. Évidemment, ça ne s'est jamais passé comme ça. Non, mais la puissance des images, c'est absolument incroyable. La puissance des images dans nos représentations, pour changer les paradigmes, c'est extrêmement compliqué. Et là, donc, tout ça arrive là. Donc, on a des avancées considérables dans le champ des théories de l'évolution. On a des avancées considérables interdisciplinaires, l'arrivée de l'éthologie, et évidemment, la génétique va arriver. Donc, c'est une période absolument incroyable, car un des enjeux considérables des avancées des connaissances, c'est souvent, évidemment, dans chaque discipline, c'est une évidence, mais dans la capacité des disciplines de faire de la consilience. La consilience, c'est comment des disciplines indépendantes jusque-là sont capables de, non pas converger de manière recherchée, mais sont capables d'aborder, de construire une nouvelle synthèse des choses. Les théories de l'évolution, c'est le cas, on l'a vu avec les sciences du climat, on le voit aujourd'hui avec les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est une convergence de différentes disciplines qui existaient déjà et avec de nouvelles approches. Donc c'est ça les grandes avancées scientifiques extrêmement importantes et j'ai eu la chance de participer à cette période-là. Donc je reviens en France. Et là, je vais commencer à faire de la vulgarisation. Alors dès le départ, je sais que vous n'avez pas le terme, mais moi j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé, vous allez comprendre pourquoi, parce que moi je me souviens des conférences que je voyais quand j'étais jeune. Vous aviez le savant qui se posait là, qui s'asseyait, il disait à peine bonjour.
Il vous sortait des propos comme ça pendant 1h30. Et en plus, on ne posait pas de questions, parce que si on posait une question, on a l'impression de ne pas avoir compris, de passer pour un couillon. Donc ça veut dire que là, c'était quand même quelque chose complètement unilatéral, de directif, et on était vraiment dans la vulgarisation. Certains comptent un savoir, qu'on ne remet pas en cause, qu'on ne discute pas, et que les gens doivent recevoir, parce qu'évidemment, ils sont ignorants. Donc on est loin, évidemment, de l'idée d'éducation populaire qui était chère aux socialistes et aux sciences de progrès du siècle précédent. Mais en tout cas, c'était comme ça. Et surtout, c'est intéressant parce que Coppens a beaucoup fait pour la diffusion de mes disciplines, mais il y en a d'autres, évidemment. Et là, j'ai commencé à faire des livres pour la jeunesse. Alors, évidemment, là, ça avance, je commence à rentrer un petit peu dans les médias. Et petit à petit, je vais rentrer dans une période tout à fait étonnante. Et j'y avais jamais pensé avant de me présenter devant vous et cette intervention. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un paradoxe. On va petit à petit perdre confiance dans les sciences, dévaloriser les carrières scientifiques. Alors ça aussi, j'y vais avec mon credo, c'était pas gentil ce que je vais dire, mais là, les institutions n'ont pas été quand même à la hauteur par rapport à ça. Du temps de la génération de mon ancien patron et toujours ami Yves Coppens, et en fait, c'était souvent des personnes qui sortaient de milieux assez bourgeois, éduqués, et évidemment, ça vous fait rêver, vous les jeunes, on allait chercher les gens dans les couloirs pour leur donner un poste. Si, c'est pas la préhistoire, hein, ça existait. Et là, arrivent les gens comme moi, de classe sociale en moyenne moins favorisée, parce que c'était l'ouverture grâce à mai 68. Alors, on vous dit, ah oui, mais pas de poste avant une thèse. Bon, d'accord. Ensuite, on dit, ah oui, mais vous faites un postdoc de 3 ans. D'accord. Et total, on se retrouve en moyenne à plus de 30 ans avant d'avoir un poste à 1 500 € par mois. Là, je suis désolé, les institutions n'ont pas bien joué. On ne fait pas ce métier pour être riche, mais on ne le fait pas non plus pour être dans des conditions telles que celles-ci. Je donne une anecdote avec mon ami Étienne Klein. Nous étions dans un cadre de diffusion scientifique, un beau colloque dans le sud de la France, et cette réunion avait été organisée par des étudiants, et ça nous frappe, d'écoles de gestion, d'écoles de commerce. Et tous disent, la science, on adore, on aime, on aurait voulu, c'est super, sympa et tout. On se regarde avec Étienne, on se dit, où ils se foutent de nous, il y a un problème. Et là, on leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus en sciences, vous adorez tellement? Il dit, attendez, on n'est pas fous. Nous, on sort d'une école de commerce, on est directeur avec un très bon salaire à 35 ans. Vous êtes débutant au CNRS. Avec un salaire 4 fois moindre. Donc là, je le dis, nos institutions, nos grandes institutions, n'ont pas vu l'évolution sociologique, et pourtant le niveau n'a pas baissé. Donc à partir de là, pourquoi je vous dis ça? À partir du moment dans une société où l'argent, la réussite sociale sont des valeurs importantes, quelle est la crédibilité? Mal placée, je vous l'accorde. Mais se dire, quand même ces gars, bac plus 15, 2 bouquins, 10 articles, ils gagnent 1 700 € par mois, pas sérieux. Eh oui, mais ça participe, évidemment, de cette image-là. Ça y participe. Donc, nos institutions, pardonnez-moi, n'ont pas été à la hauteur par rapport à cette évolution sociétale, et pourtant le niveau n'a pas baissé, parce qu'évidemment, thèse, postdoctorale, publication, tout ça, évidemment, et peut sembler paradoxal, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Très vite, j'ai participé aussi donc, au CCSTI. Alors ça, c'était justement ce paradoxe étonnant. On se souvient de François Mitterrand. François Mitterrand ne méprisait pas les sciences, mais il n'avait pas une grande appétence pour les sciences. Il disait « je préfère un poème bien tourné plutôt qu'une grande découverte médicale ». C'était la tradition française de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, donc qui est encore dominante dans notre société française, qui est juste au sud d'ici. Mais il y avait au moins un personnage très important qui était Hubert Curien. Hubert Curien, un très très grand personnage, qui était d'ailleurs dans le gouvernement de gauche comme de droite, et il a énormément fait pour la culture scientifique. C'est à cette époque-là qu'on commence à parler de culture scientifique. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, là aussi, quand vous y pensez. De dire culture scientifique. C'est comme l'amour. Il y a je t'aime et je t'aime beaucoup. Comme si la science était en dehors de la culture. Et il suffit de regarder le vocabulaire de tous les jours. C'est pour ça que le dictionnaire de l'Académie des sciences n'avance pas, parce que les techniques et les entreprises et les sciences inventent toujours de nouveaux termes, de nouveaux concepts. Dans notre langage quotidien, nous ne cessons d'employer des termes souvent très récents qui nous viennent des sciences. Par contre, vous êtes vulgaire, t'es un gène qui merde. Excusez-moi, c'est pas très élégant, mais on voit bien aussi dans les entreprises, ah, c'est notre ADN. Vous voyez? On voit comment ces termes ont complètement diffusé. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, y aurait-il une culture scientifique? Donc, comme si ça diminuait un petit peu son intérêt.
Mais néanmoins, c'était la création des CCSTI, des centres culturels, scientifiques, techniques et industriels. Et là aussi, je dis tout, parce que lorsqu'on parle de cité des sciences, on oublie l'industrie. On a toujours l'image du Grand Palais, magnifique institution, mais qui est plutôt basée sur les sciences fondamentales. Mais les avancées sur la médiation scientifique, voilà, je l'ai dit, on parle maintenant de médiation scientifique dans cette période-là. Évidemment, ça a été quelque chose de très important dans le cadre, évidemment, de la Cité des sciences et de l'industrie, qui a un petit peu ensuite phagocyté l'ensemble des centres culturels, scientifiques, techniques et industriels. Et à cette époque-là, avec mes collègues, nous faisions énormément de conférences en France. Nous tournions énormément. Eh bien, depuis le début de l'an 2000, je fais très très peu, et mes collègues aussi, de conférences dans le domaine et dans le cadre de la culture scientifique. C'est-à-dire, on en parlait avec Michel Serres, on a un public qui nous a suivis. C'est un public très senior, sauf là, ça fait très plaisir de voir beaucoup de jeunes, et qui lit encore, mais nous avons, en chemin, perdu, non pas l'intérêt pour les sciences, parce que dès que vous faites une très bonne émission scientifique ou un colloque, les gens sont là. Mais qu'est-ce qui fait, et ça je n'ai pas d'explication, que depuis une quinzaine d'années, alors qu'en effet, grâce aux éditions d'Île Jacob, grâce aux émissions scientifiques, regardez le nombre d'émissions scientifiques comme il a régressé dans nos médias, et pourtant, c'est paradoxal. Dès que vous faites une bonne émission scientifique, et la plupart sont bonnes, les publics sont là, les audimates sont là. Et ce qui se passe également dans des colloques, alors c'est là aussi que ça m'a énormément apporté, et c'est pour ça que j'aime pas le terme de vulgarisation, ça a toujours été, comme on dit en médiatique, bijectif. Car tout de même, mes chers amis, les avancées des connaissances dans mon domaine, elles sont immédiatement diffusées par les médias. Nous avons cette chance. Les journaux sont là, les radios, les magazines. Donc on n'a pas de problème de diffusion des nouvelles découvertes dans mon domaine. C'est immédiat. Et par contre, quand vous êtes face au public, vous avez toujours les mêmes réflexions qui reviennent. Les mêmes remarques. Les mêmes blocages. Dites donc, est-ce que le singe est plus intelligent que nous ? Alors vous savez que les chimpanzés ont un sens de l'humour, et il y a une blague qui les fait vraiment rire, c'est l'homme descend du singe. Ça franchement, là ils sont morts de rire. L'homme descend du singe. Il y a 120 espèces de singes. Certaines sont plus proches de nous. Tout le monde sait que les chimpanzés, les bonobos sont plus proches de nous. Et néanmoins, vous avez toujours la réitération de la même façon de formuler les choses, qui fait que ça bloque complètement la compréhension, évidemment, de ce qui se passe dans mon domaine. Pareil. J'étais conseiller scientifique, j'étais dans tous ces conseils scientifiques de tous les grands musées français. J'ai eu le bonheur, et ça c'est rare pour un scientifique, de participer à la construction de nouveau du projet du musée des Confluences. Alors là, c'était très interdisciplinaire, c'était très très bien. Donc dès le départ, ça a été des conseils scientifiques interdisciplinaires, philosophes, sociologues, sciences humaines et bien sûr les scientifiques en fonction de leurs compétences et de leur domaine scientifique. Et c'était de magnifiques aventures qui ont donné évidemment ces grands établissements qui marchent très bien. Vous savez, le musée des Confluences, on l'appelle le musée des affluences. Donc, je ne veux pas me contredire, mais ce que j'ai du mal à comprendre, et j'essaie de voir ça avec vous, c'est comment se fait-il que nous ayons eu dans les années 90 un tel déploiement de moyens dans la culture scientifique et technique avec les journaux. Tiens, Libération, Dominique Leglu, que vous connaissez peut-être de nom, qui dirige maintenant la recherche, qui a dirigé pendant longtemps Sciences et Avenir. Dans les années 90, tous les gens de ma génération qui sont connus, les Cacas, Sexta, ont été révélés par les cahiers sciences de Libé. C'était chaque semaine, il y avait 8 pages consacrées aux sciences. C'était pareil dans Le Monde, c'était pareil dans Le Figaro. C'est où maintenant ? Plus rien. Et pourtant, le public est toujours attentif. Donc, nous sommes à des... alors, est-ce qu'on a mal fait notre boulot ? Je ne sais pas. Je ne le crois pas. Peut-être pas assez bien, certainement. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que les scientifiques sont préparés à aborder les débats de société ? Justement, j'y viens dans un instant. On l'a vu à propos des climato-sceptiques. Mais en attendant, moi, j'ai beaucoup appris parce que ça m'a apporté une leçon. C'est que les seuls faits scientifiques ne suffisent pas à changer un paradigme dans la société. C'est-à-dire que les scientifiques sont formés avec une excellente méthode, expérimentation, réfutation, la vie des pairs. Alors je ne parle pas de Baudot-Latour, ça m'agace un peu, mais en tout cas Thomas Kuhn. Donc tout ça est bien connu. Et donc on arrive quand même avec, non pas de la certitude, il n'y a aucun scientifique qui est certain du monde tel qu'il est, mais il est en tout cas certain de l'état actuel des connaissances, qui n'est pas tout à fait la même chose
On est bien d'accord. Mais en tout cas, il est là avec une communauté, parce qu'on ne travaille pas tout seul, et il dit, voilà, j'ai quand même des données. Sauf que, et moi je l'ai vécu, et ça c'est un de mes essais, Jody Jacob, Lucie l'obscurantisme, en 2007, où là je décrivais le retour des créationnistes. Parce que tout commence là, mes amis, au milieu des années 80. Avec, en effet, et c'est pas un hasard, et on parlera tout à l'heure des fake news dans la communication d'après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quand même assez troublant de constater que la révolution conservatrice qui a lieu avec Ronald Reagan est associée au retour des créationnistes, parce qu'ils veulent la droite conservatrice, et ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont les protagonistes des fake news. C'est le même milieu, c'est les mêmes partis politiques, c'est les mêmes franges de la société conservatrice américaine. Et là, c'est une très belle leçon parce que, justement, pourquoi, en 1982, ce qu'on appelle le deuxième procès du singe, les créationnistes ont été déboutés de l'enseignement public aux États-Unis, parce que ça allait à l'encontre de la laïcité, je n'entre pas dans les détails. Mais en gros, le juge Overton, croyant, à Dayton, en 1982, dans le Tennessee, essaie de comprendre ce qu'est la science. Et là, nous sommes en pleine, dans les années où on parle beaucoup de Karl Popper, donc de la réfutabilité, et le juge Overton demande c'est quoi la science. Et là, Stephen Jay Gould et le philosophe Michael Ruse expliquent la science, c'est de proposer des modèles, également des théories, qui sont réfutables. C'est-à-dire qu'on peut les tester, on peut les réfuter, on peut les améliorer ou autres. Et si des données vont à l'encontre du modèle dominant, on change le modèle. Les modèles sont des moyens, ce ne sont pas des buts pour nous les scientifiques. Et les créationnistes avaient une prétention, celle d'enseigner la science créationniste. Mais là, bien évidemment, c'est exactement à l'opposé, puisque dès que vous dites que la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, eux, ils considèrent que c'est une donnée qui n'est pas valable par rapport à leurs dogmes, et donc à partir de là, donc, eux, les données et le niveau d'observation sont récusées. Donc ils réfutent les éléments d'observation et les faits. Et là, le juge Overton a évidemment débouté les créationnistes, et on voit bien que dans les débats sur les origines de la lignée humaine, vous avez beau avoir Lucie, Néandertal, Denisova et compagnie, c'est pas ça qui va vous faire gagner dans ces débats-là. C'est l'épistémologie. C'est la rhétorique. Et c'est là que les scientifiques sont mal formés. Et moi, je me souviens d'un débat à la télévision avec ce sinistre Tariq Ramadan. Il était là dans le débat, et puis j'arrive autour de la table, et il y avait un débat avant, avec Alain Minc. Alain Minc n'a rien vu venir. Bon, il s'est fait enveloppé par le père Ramadan. Et là, moi, j'arrive, et vous savez, alors il arrive, il fait des compliments. Ah, monsieur Pic, c'est ça, j'étais ça, mon gars, vas-y. Et il me dit, moi j'adore les scientifiques parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils sont dans le doute, etc. Je lui dis, je vous remercie de rendre hommage à la science et à la méthode. Mais ce que vous voulez dire surtout, c'est que vous, par contre, vous avez votre vérité, vous n'avez pas de doute. Vous voyez ? Donc, j'ai appris ça, moi, en faisant la diffusion des connaissances scientifiques, en rencontrant les publics, en rencontrant les autres scientifiques, les sciences humaines, les philosophes, etc. Et donc, ça a été très bien dit par vous, chers collègues, effectivement, on voit bien que malheureusement, toutes ces données sont là, sont évidentes, mais en effet, lorsqu'on est sur la scène publique et sur des débats de société, les données, qui sont absolument essentielles pour nous les scientifiques, les modèles, la communication scientifique, les consensus qu'on peut mettre à un moment ou à un autre, eh bien, ça ne suffit pas face à ce genre de débat. Et ça, c'est vraiment la difficulté et la leçon, moi, que j'ai retenue. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Qu'en est-il aujourd'hui de cette diffusion des connaissances scientifiques ? La bonne nouvelle, c'est que dès qu'il y a un colloque, je vous l'ai dit, des émissions, etc., le public est là. Et simplement, on a de moins en moins d'émissions, moins en moins de rapports avec le public en direct, et puis vous l'avez très bien dit, dans les médias, ils veulent avoir du buzz, ils veulent que ça fasse de la virologie sur les réseaux, et ce qu'ils veulent, c'est plutôt une bonne controverse, une bonne engueulade, où malheureusement, l'opinion d'un scientifique est l'équivalent de celle de la personne qui est soi-disant le contradicteur. Mais attendez, c'est très compliqué, vous l'avez très bien dit, chers collègues, la propagande. Il y a un type qui m'agace, bon, je ne saurais pas dire ça, bon, je ne vais pas le nommer. Mais en tout cas, il y a un monsieur qui prétend, en France, réformer les sciences, la philosophie, l'humanisme, à lui tout seul.
Sauf que le problème est qu'il a beaucoup de succès, c'est quand même assez étonnant. Et il s'est piqué depuis 15 ans de constater les théories de l'évolution et tout ce qui est du post-darwinisme, bien évidemment, parce que Darwin, on l'a bien dépassé depuis longtemps, même si on n'a pas tout compris encore. Mais néanmoins, je ne vais pas le citer, c'est M. Johnstone. Et le problème avec lui, c'est pas que dans un débat, il va se faire démolir par moi ou mon ami Joël Le René ou Guillaume Lecointre ou des gens comme cela, pour en citer que quelques-uns. C'est pas le problème pour lui. Le problème, c'était sur la photo avec nous. Parce que son public ne va pas nous écouter, parce que le public est déjà convaincu. Mais surtout, en étant sur la photo avec moi ou avec mes collègues, je suis à même niveau de compétence, de représentation que ces scientifiques du Muséum, du Collège de France ou du CNRS. Vous voyez la perversité? Donc, c'est pas simple. On l'a très bien vu et on va le voir, ça ne va pas être simple avec la suite, avec les fake news. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, pardon, parce que nous, les paléanthropologues, il y a le temps. J'ai combien de temps, chère madame? Ça? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a demandé l'âge de Lucie, je dis 3 125 000 ans. Personne avant ou après Jésus-Christ, c'est comme vous voulez. Hein, mais donc, maintenant, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la vulgarisation scientifique? Je n'ai pas le terme, parce que vous savez que ça a évolué, vous en avez parlé bien mieux que moi, je ne suis pas spécialiste de cette évolution-là, mais on parle de vulgarisation, ensuite communication scientifique, diffusion des connaissances, vous l'avez très bien dit, et aujourd'hui, donc, médiation scientifique. Mais là, la médiation, ça pose un problème. C'est plus nous les scientifiques. Et je crains que des fois, que la pédagogie soit l'éducation nationale, que la médiation scientifique soit la science. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on travaille ensemble. On peut pas, on a besoin des gens qui ont les compétences pour les savoir, mais la médiation scientifique, c'est un vrai travail, je ne conteste pas, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a souvent un manque de collaboration. La chose étant, vous voyez que, la science, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est logico-mathématique, la déduction, les modèles hypothético-déductifs. Vous êtes bien d'accord, c'est ce qu'on voit partout. Mais il va falloir se réveiller, les amis. Parce qu'il y a une autre partie de la science, elle, qui vient de ce qu'on appelle notre intelligence naturaliste, qui s'appelle l'induction. C'est-à-dire, à partir d'un ensemble de données complexes, ou plus ou moins structurées, comment on est capable de faire ressortir des schémas sous-jacents. Eh bien, les théories de l'évolution ne viennent pas des fossiles. Les théories de l'évolution viennent des data. C'est la grande mode. Les big data, les algorithmes, les analyses. Mais nous, ça fait 3 siècles qu'on le fait, les évolutionnistes. Et aujourd'hui, nous allons connaître des évolutions en sciences absolument extraordinaires, grâce à la capacité d'analyser de grands ensembles de données. Avec la génétique, l'épigénétique, le microbiote, le microbiome, mais également les écosystèmes. Jamais le terme d'écosystème n'a été aussi utilisé, notamment dans le monde de l'économie des entreprises. Parce que ce qu'on appelle l'économie des plateformes, ça va être simplement intégrer tout cela. Or, un des enjeux actuels, comment va être la parole scientifique dans le monde qui vient, dans le contexte que je viens d'évoquer, face à cette crise des expertises, de la contestation de l'expertise d'une manière générale, face aussi à ce que l'on connaît fort bien, les fake news et les deepfakes. Vous connaissez les deepfakes? C'est-à-dire, c'est le problème de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut construire des vidéos avec des personnes qui vous font un discours complètement à l'inverse de ce qu'ils racontent. C'est le cas avec déjà des vidéos qui traînent avec M. Trump et M. Obama. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de l'affaire Benalla chez nous, c'est parti d'une vidéo. Dans les années qui viennent, il faudra vérifier si la vidéo n'a pas été complètement construite. Ça pose un énorme problème. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que la science, elle, est de plus en plus complexe, elle utilise des appareils de plus en plus compliqués, qui fait que malgré tous ces excellents établissements qui évoquent évidemment, ou qui parlent de médiation scientifique, il est très clair qu'il y a une distanciation, qui a déjà été d'ailleurs théorisée à une époque ou commentée par Bachelard. Donc il y a une distanciation entre l'exercice de la science, la méthode et les citoyens moyens. Moyen n'étant pas péjoratif, bien évidemment. Et derrière cela, vous avez ce contexte, évidemment, des fake news et autres qui émergent. Ça pose un problème, par exemple, aussi de se dire, ah ben tiens, avec des algorithmes, aller chercher les images de ce qu'est l'évolution de l'homme. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui font sur les réseaux, vous êtes tous au courant, on fait tout ça, et vous mettez, tiens, c'est quoi l'évolution de l'homme? Alors premièrement, ce que vous allez avoir,
l'imbécile, le grand singe qui se redresse pour devenir un homme, qui sort de la forêt, la forêt pour aller dans la savane. Et deuxièmement, aller trouver une avec des femmes. C'est l'évolution de l'homme. On aurait pu aller plus vite, les garçons, hein, mais il fallait traîner les femmes. Mais le problème, ça s'appelle de l'idéologie intégrée. Puisqu'effectivement, dès que vous voyez des images de l'évolution de la ligne humaine, c'est l'idéologie, la domination masculine. Et l'homme a toujours l'outil et jamais la femme, si elle est représentée. Donc attention, on va rentrer aujourd'hui où nous sommes face à des enjeux dans la diffusion de la connaissance scientifique et de ce qu'est la validité et l'épistémologie du discours scientifique, qui est encore plus menacée, en plus de ce qui a été dit tout à l'heure avec les climato-sceptiques, avec ces nouvelles approches, avec les données massives, les algorithmes, l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, qui est en fait, au passage, complètement bio-inspirée. Vous savez que l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser en ce moment, qu'on appelle moderne, le terme est un peu abusif, ça commence en 1943, est complètement bio-inspirée. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, depuis 2007, nous sommes rentrés dans des mondes complètement darwiniens. Darwinien dans les inventions, les technologies, les écosystèmes, les entreprises et même les villes qui sont des écosystèmes à la rencontre des nouvelles technologies et même des biodiversités. Tout ça est extrêmement important de le dire. Donc, est-ce que je fais de la diffusion des connaissances scientifiques? Non, pas du tout. C'est que je m'aperçois qu'en définitive, actuellement, même la façon dont on présente les sciences ou une partie des sciences est loin d'être aussi complet qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas l'espérer et l'attendre, et que surtout, nous avons encore, même dans le champ de la représentation des sciences, un biais absolument énorme, puisque tout ce qui est lié aux démarches inductives, classificatoires, l'analyse des données massives, etc., est quelque chose qui aujourd'hui est en train d'éclater dans tous les domaines, qui apporte déjà beaucoup de connaissances en systématique, mais ça j'ai déjà dit pour notre domaine, mais aussi surtout en médecine actuellement, et qui sont malheureusement très très peu connus. Donc voilà un petit peu ce parcours qui a été le mien et celui de ma discipline depuis donc une trentaine d'années. J'ai vu des théories, des analyses sur ce qu'on fait, est-ce que c'est politique, manipulatoire, les sociologues, etc. Moi en tout cas la seule chose qui m'a amené à faire ça, parce que j'ai entendu le discours, hein, il faut avoir l'esprit scientifique, de citoyen, pour savoir critiquer les données, une méthode, pour être capable aussi d'analyser. Bien sûr, je ne le conteste pas. C'est une évidence. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait avant tout parce que ça me faisait plaisir. Merci.